Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout notre temps pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant, je vais passer la parole à Delphine Levoux, qui va nous parler du Amnesty International. Je vous remercie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Faire savoir pour dénoncer les violations des droits humains, le fameux name and shame en anglais, est notre marque de fabrique à Amnesty International, et c'est pour ça que je me suis déplacée aujourd'hui pour vous parler de la situation des droits humains au Gabon, dans un contexte de véritable crise des droits humains qui devient chaque jour plus aiguë en Afrique centrale. Pour la première fois depuis 21 ans, le Gabon est à nouveau officiellement rentré en fait, dans les radars d'Amnesty International, dans notre rapport annuel en 2017-2018, puisqu'on a mis l'entrée Gabon. Ceci dit, un an et demi auparavant, nous avions déjà publié un communiqué de presse le 1er septembre 2016, au lendemain du bombardement du QG du candidat d'opposition Jean Ping, communiqué qui appelait, je cite, les forces de sécurité gabonaises à s'abstenir de recourir à un usage excessif de la force à l'encontre des manifestants. Fin de citation, ce qui constituait d'ailleurs une grave atteinte aux libertés d'expression, de réunion et de manifestation pacifique, condamnée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que fin 2016, en fait, les autorités gabonaises ont refusé d'octroyer des visas à nos équipes pour effectuer des recherches de terrain au Gabon. Malgré cela, nous suivons de très très près ce qui se passe au Gabon et nous documentons au quotidien les violations des droits humains. Depuis lors, et chaque jour plus encore, Amnesty reste extrêmement préoccupé par la multiplication des violations des droits humains au Gabon, où les autorités montrent un véritable mépris envers les droits humains, qui bafouent au quotidien, tout ça dans un contexte de rétrécissement des espaces de la société civile et de cadres juridiques et politiques de plus en plus répressifs, à l'instar d'autres pays en Afrique centrale. Depuis plusieurs décennies, et plus particulièrement depuis les élections présidentielles de 2009 et 2016, les manifestations citoyennes, militantes et syndicales sont interdites. Les publications ou empêchées. Les publications de journaux critiques vis-à-vis du parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais en place, les crises post-électorales et plus récemment la tentative d'avorter l'État sont autant d'occasions que les autorités gabonaises saisissent pour faire taire toute dissidence et réprimer leur population en procédant notamment à des arrestations et des détentions arbitraires, à des assassinats politiques, des disparitions forcées ou encore des fermetures d'organes de presse. Tout cela en toute impunité. Donc je vais vous parler de trois types de violations, ne prenant que certains cas. Tout d'abord, les atteintes aux libertés d'expression, de réunion et d'association. Ensuite, les arrestations et les détentions arbitraires. Et enfin, je clôturerai mon propos avec les disparitions forcées. Alors, en ce qui concerne les atteintes aux libertés d'expression, de réunion et d'association, concernant la presse écrite, et ça vous l'avez mentionné dans notre rapport, le journal tri-hebdomadaire Les Échos du Nord, qui est considéré comme proche de l'opposition politique, a été interdit à plusieurs reprises par les autorités gabonaises, notamment en juin 2017, suspension d'un mois pour non-réponse à une convocation
de la Haute Autorité de la Communication afin d'apporter des preuves sur une affaire d'achat de véhicules de luxe par un dignitaire du régime, ou encore en août 2018, la décision de suspendre pour 2 mois prise par le Conseil national de la communication pour, je cite, injure publique envers le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Tout cela dans le cadre d'un nouveau code de la communication plus contraignant, promulgué en janvier 2017, qui prévoit des restrictions pour les journalistes gabonais travaillant pour des organes de presse locaux mais résidant à l'étranger, à l'instar des journalistes des Côtes du Nord installés en France, et notamment Désiré Hénin. Dans le domaine syndical, plusieurs marches organisées par la Confédération syndicale dynamique unitaire ont été interdites en droit ou bien dans les faits. Puisqu'il y a une seule marche en fait, qui a officiellement reçu une interdiction manuscrite de la part du ministère de l'Intérieur, c'était la marche syndicale du 13 août 2018. D'autres marches en fait, ont été interdites dans les faits, dans le sens où on a procédé à la dispersion des manifestants avant même qu'elles aient lieu. Par les forces de l'ordre en fait, qui investissent les lieux de rassemblement, qui les arrêtent de manière préventive sur leur chemin. Et il faut noter aussi que lors de la marche syndicale du 28 août 2018, il a été procédé à des arrestations relativement musclées entre 8h et 10h du matin, au lieu où la marche devait se tenir, au rond-point de la démocratie. 29 syndicalistes en fait, de dynamique communautaire ont été arrêtés, menottés, embrigadés dans des voitures, tabassés, piétinés, interrogés et filmés à la préfecture de police de Libreville et fichés, pour être relâchés quelques heures plus tard, entre 16h et 18h30. En 2017, et ça a aussi été mentionné dans le rapport, le principal syndicat d'éducation nationale, la CONACYCED, a été suspendu et plus de 800 enseignants n'ont plus reçu de salaire pendant plusieurs mois par mesure de rétorsion au déclenchement d'un mouvement de grève en octobre 2016. En ce qui concerne les détentions, les arrestations et les détentions arbitraires, en fait, dans notre rapport de 2017-2018, nous faisions référence à plusieurs cas d'arrestation et de détention arbitraire, ceux d'Alain Djali, aide de camp de Jean Ping, du syndicaliste Marcel Ibama, membre de la CONACYCED et de la Confédération syndicale dynamique unitaire, du journaliste Judas Biviga de Radio Massanga, ou encore du cyberactiviste proche de Jean Ping, Hervé Mongo Kinga. Alors, concernant ces différents cas, Alain Djali est arrêté mi-avril 2017, inculpé d'usurpation de fonction avec son ancienne carte militaire et de détention illégale d'armes pour possession d'un pistolet à blanc et maintenu à l'isolement pendant 2 mois et demi à la prison centrale de Libreville, avant sa mise en liberté provisoire en juin 2017. D'ailleurs, il n'a jamais été jugé depuis, et c'est souvent le cas. Le syndicaliste Marcel Ibama et le journaliste Judas Biviga, quant à eux, sont inculpés d'outrage à magistrat, d'entrave à la justice et de diffamation par voie de presse, et incarcérés à la prison de Tibanga, dans la province des Nyanga. Le deuxième, pour refus de suppression des archives des enregistrements audio d'entretien avec le premier. Sachez que tous deux ont été roués de coups par leur gardien de prison, le journaliste ayant même été transféré à l'hôpital local pour blessures aux chevilles, aux côtes et aux oreilles. Quant au cyberactiviste Hervé Mongo Kinga, il a été arrêté le 27 août 2017, placé en détention préventive depuis le 1er septembre 2017 et accusé d'instigation à la violence et d'outrage au chef de l'État pour avoir projeté des vidéos en public près de son cybercafé et posté sur les réseaux sociaux des messages critiques envers le régime en place, et en particulier vis-à-vis du président de la République, Ali Bongo. Il est détenu et maintenu depuis lors à la prison centrale de Libreville. Toutes les demandes de liberté, de mise en liberté ayant jusqu'alors été rejetées. À Amnesty International, nous savons que lors de ses premières semaines de détention, Hervé Mongo a été maintenu à l'isolement dans le quartier disciplinaire, qu'il cohabitait
en permanence avec des rats, des moustiques et des cafards, qu'il dormait à même le sol à défaut d'avoir été autorisé par les autorités pénitentiaires à utiliser le matelas apporté par sa famille, et que sa nourriture lui était jetée par-dessus le mur de sa cellule comme un animal en cage. Mais suite à l'intervention de plusieurs ambassades de pays étrangers, depuis ces conditions de détention ont été améliorées par les autorités pénitentiaires gabonaises, pour faire bonne figure, pour soigner son image, qui l'ont relogé dans une autre partie de la prison, la cellule de mineurs, qui, quelque temps auparavant, avait été réaménagée par une ONG. Ceci dit, initialement placé en détention préventive, Hervé Mambo se trouve désormais encore actuellement en détention provisoire, pour laquelle le Code de procédure pénale gabonais ne met aucune limite de détention dans le temps. Donc il est toujours en prison. La situation de Bertrand Zibi Abégué, député démissionnaire du Parti démocratique gabonais qui a rallié la coalition pour la Nouvelle République conduite par Jean Ping à l'été 2016, nous préoccupe également. Bertrand Zibi a été torturé à plusieurs reprises. D'ailleurs, nous avions en fait lancé une action urgente le 31 janvier 2018 pour alerter l'opinion publique sur les multiples formes de torture et de mauvais traitements qu'elle subissait, en plus de conditions d'incarcération très difficiles et extrêmement éprouvantes. Je peux désormais vous préciser qu'à l'époque, nous avons documenté de manière précise les tortures qu'il a subies. Et même si nous ne les avons pas mentionnées en détail dans notre action urgente, il avait les pieds et le visage enflé, des blessures au nez, des ecchymoses au dos et aux plantes de pied, notamment dues à des séances de torture dites falaga, c'est-à-dire qu'on essaye on tape sur les os des pieds pour que vous soyez dans l'incapacité de marcher. Sachez que Bertrand Zibi a été roué de coups par les surveillants et transféré à titre punitif dans un quartier disciplinaire dit CD, surpeuplé et constamment dans l'obscurité le jour comme la nuit, et ce après qu'un téléphone portable ait été trouvé dans sa cellule. Il a été privé de visite de sa famille à plusieurs reprises, notamment pendant les 2 premiers mois de sa détention, à l'automne 2016, et après que le défenseur des droits humains Marc Tona ait publié, de Rainforest, ait publié sur sa page Facebook un message en sa faveur le 2 janvier 2018, suite à sa visite à la prison centrale de Libreville en même temps que la campagne de Bertrand Zibi. Il nous semble que notre action urgente s'est révélée au moins en partie efficace dans la mesure où en fait, toutes les tortures physiques exercées par Bertrand Zibi ont dès lors cessé. Ce qui s'explique aussi en partie par un changement du directeur de la prison. Dans cette première action urgente, en fait, nous avions demandé à nos militants et nos sympathisants de réclamer 3 actions aux autorités gabonaises. La première, l'exigence d'une enquête rapide, indépendante et impartiale sur les tortures et les mauvais traitements infligés à Bertrand Zibi. Deuxièmement, leur engagement à ce que, pendant la détention, M. Zibi puisse s'entretenir régulièrement avec sa famille et ses avocats et qu'il ne subisse ni d'autres tortures, ni de mauvais traitements. Enfin, leur cessation de manœuvres d'intimidation et de harcèlement sur des membres de l'opposition et des défenseurs des droits humains au Gabon, notamment à travers une utilisation abusive du système judiciaire. Les tortures sur Bertrand Zibi en fait, ont été constatées par un médecin qui a été assermenté. Il a eu la cheville gauche tuméfiée, des douleurs aux articulations de ses genoux. À un moment donné, il avait une toux permanente, une baisse d'acuité visuelle, des troubles neurologiques. Autant de traumatismes physiques et psychologiques. Et pour ça, il y a eu une demande d'examen complémentaire qui, malgré l'autorisation par le juge d'instruction, a été purement et simplement refusée par les autorités pénitentiaires. Ceci dit, Bertrand Zibi est toujours emprisonné à ce jour, et ceci en toute illégalité, puisque en fait les délais de détention provisoire ont été dépassés depuis le 13 septembre 2018
les délais donc autorisés par la loi gabonaise, parce que d'après le code de procédure pénale, le délai de détention provisoire maximum autorisé est de 18 mois en matière criminelle. Ceci dit, peut être prorogé de 6 mois si le juge estime que c'est utile pour la manifestation de la vérité. Et en matière correctionnelle, c'est un délai maximum de 18 mois. Pourquoi je vous parle de matière criminelle et correctionnelle, c'est qu'en fait, au départ, les chefs d'accusation que je n'ai pas repris, mais que vous pourrez trouver dans l'action urgente, étaient d'ordre criminel, et en fait les faits ont été requalifiés en correctionnel. Donc, Bertrand Zibi en fait, et Hervé Combo sont pour nous des archétypes en fait, de prisonniers d'opinion. C'est-à-dire des personnes qui n'ont ni recours à la violence ni collé sur le visage, mais qui sont emprisonnés en raison de leurs caractéristiques ou de leurs convictions, en l'espèce de leurs convictions politiques. Enfin, je terminerai par les disparitions forcées. Il faut savoir que plus d'un tiers des disparitions forcées au monde ont lieu en Afrique. D'après la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 2006, on considère qu'une personne a disparu lorsqu'elle est arrêtée, détenue, enlevée contre sa volonté ou privée de liberté, par des représentants du gouvernement, des groupes organisés ou des individus dont les agissements sont tolérés. Et une fois disparues, on ignore totalement que ces personnes ce que ces personnes sont devenues et le lieu où elles se trouvent, leur lieu de détention. Et dans ce cas-là, le pire est à craindre. Une personne disparue est toujours une personne en grand danger, à la merci de ses ravisseurs et qui risque d'être torturée en violation de la Convention contre la torture des Nations Unies du 10 décembre 1984 et d'être victime de violations de droits fondamentaux qui sont inscrits donc dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui laisse des séquelles physiques et psychologiques pendant trop longtemps. La disparition forcée enfreint les droits de la victime, son droit à la vie, son droit à la sécurité et à la dignité des personnes, le droit de ne pas être détenu arbitrairement, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à des conditions de détention, le droit à un procès équitable, le droit à la vie de famille. Elle enfreint donc les droits de la victime, mais aussi celles de ses proches, qui doivent souvent patienter pendant des mois ou des années avant de découvrir la vérité sur ce qu'il est advenu des victimes. Dans bien des cas, les proches sont eux-mêmes dans un état de grave détresse psychologique, qui peut entraîner de véritables troubles physiques. La peur engendrée par ces disparitions forcées ne touche pas seulement les victimes et leurs proches, mais la société dans son ensemble. Leur multiplication instaure un véritable climat de peur. Et Amnesty condamne toutes ces disparitions forcées sur les crimes au regard du droit international. Pour leurs auteurs, les assassinats, les disparitions forcées ont un effet immédiat et dissuasif. Justement, pour eux, il s'agit de faire taire toute opposition, toute voix dissidente, et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Les disparitions forcées permettent à leurs auteurs de faire disparaître des atteintes aux droits de l'homme. Elles s'accompagnent pratiquement et systématiquement de torture. La torture ne peut être constatée que si on apporte des preuves matérielles. Et lorsqu'on ne retrouve pas la personne, il est quasiment impossible d'utiliser cet argument devant les tribunaux. Et donc cela permet de dissimuler les violences commises sur les personnes. Donc au Gabon, en ce qui concerne les disparitions forcées, elles ont toujours existé, mais elles se sont multipliées depuis août 2016. Il y a les disparus du QG Jumping. Et plus récemment, je voudrais vous parler d'un cas, parce qu'il y a eu de nombreux cas de disparition forcée, mais je vais vous parler d'un cas de disparition forcée où la personne n'est pas morte, mais est bien vivante. Mais en tout cas, on n'a pas eu de ses nouvelles pendant un peu très longtemps, et donc elle a été détenue dans un endroit illégal. Le 19 décembre 2017, l'ancien journaliste, producteur et animateur de radio-télévision gabonaise, Jocelyn Obam Nsi Moro, alias Stambi Obam, licencié en 2014 pour ses opinions politiques en faveur de l'opposition, est devenu par la suite l'animateur du QG Jumping et kidnappé près de l'hôpital Menem alors qu'il est en train de garer sa voiture.
Menotté et cagoulé, il est emmené par plusieurs hommes dans un lieu inconnu qu'il a ensuite identifié comme étant B2. Il est interrogé donc, pendant sa détention, qui a duré au total 11 mois, à plusieurs reprises, de manière extrêmement musclée sur le plan physique et sur le plan psychologique, où on lui pose des questions relatives à la détention d'armes à feu, sur ce qu'il pouvait savoir sur le supposé procédé de Jean Ping pour prendre le pouvoir éventuellement le 1er janvier 2018. Bref, on essaie d'obtenir de lui des aveux. Donc M. Stampy a laissé sa famille pendant 11 mois sans nouvelles, évidemment, puisqu'il était détenu au B2. Et soudain, le 4 novembre 2018, il réapparaît chez lui. Donc, dans la nuit. Il faut que vous sachiez que M. Stampy a été torturé à de nombreuses... Donc, au-delà des interrogatoires musclés, il a aussi été torturé. C'était souvent lors de la douche. Ce qui lui a, en fait, il avait des brimades, il avait des veines sur les bras, des bosses parce qu'il y avait une mauvaise circulation sanguine. On le brutalisait donc, avec des tuyaux, des matraques, des gourdins. Il pouvait être tabassé à n'importe quel moment, y compris par des individus sous l'emprise de l'alcool. D'autres nous ont même témoigné de torture à l'électricité avec on leur fait avaler du riz, on leur fait boire de l'eau et on leur appose en fait de l'électricité sur le ventre. Pour des raisons de protection, je préfère pour l'instant me taire sur le nom de ces personnes. Donc j'ai fait un tour d'horizon en fait donc ces violations des droits humains. Évidemment, il n'est absolument pas exhaustif. En tout cas, tous ces cas rentrent en fait pour nous dans une campagne que nous avons actuellement au niveau mondial sur la protection des défenseurs en fait, des droits humains, puisque tous ces gens sont des personnes engagées dans la promotion, la protection et la garantie des droits humains. Et notre campagne est intitulée Défendons-les. Elle a commencé en fait en printemps 2017 et elle se poursuit jusqu'à la fin 2019. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces témoignages.